Jean-Paul Delfino, le 8 juin 2020, Aix-en-Provence, à côté de Marseille. Bonjour Jean-Paul Delfino. Bonjour. Comment allez-vous et quels sont vos sentiments aujourd'hui par rapport à tout ce que nous vivons, tout ce que nous traversons? Oula, c'est une question excessivement ouverte. Mes sentiments sont excessivement ouverts, c'est-à-dire que je suis absolument enchanté par des gens qui, me semble-t-il, sont passés à des niveaux différents parce que le confinement permet de se recentrer, permet de se poser peut-être de bonnes questions, permet d'échapper à cette espèce de rythme haletant du quotidien. Et en même temps, je suis juste fou de colère, fou de rage, parce que je pense que nos gouvernements successifs ont fait preuve d'une incurie absolument lamentable. Alors, je ne vais pas bien entendu repartir sur les masques, le manque de gel hydroalcoolé, les blouses, les surblouses, le professeur Raoult, l'hydrochloroxyline, enfin, le truc très très compliqué, mais qui ne coûte que 50 centimes le cachet à la production. Et donc, on sait que la guerre qu'il y a entre les big pharma et les toubibs qui veulent juste faire leur métier. Donc, je pense qu'on est dans une. Ça fait quelques années que je le dis, et là, c'est un accélérateur. On est dans une fin de cycle. Je ne crois absolument pas au monde de demain qui chante et avec tout le monde qui s'embrasse et ça, non, j'arrive pas à y croire. Je pense qu'on est dans une fin de cycle, que ça va devenir encore plus violent et que désormais la vertu cardinale, au-delà de la force de tenir dans cette tempête qui a commencé et qui va forcir, ça va être des mots qui aujourd'hui sont un peu vidés de leur sens, mais qui sont la bienveillance, qui sont l'empathie, qui sont la solidarité. Ça n'est pas à la mode, je sais. Aujourd'hui, on se retrouve plus dans les années 40 en France avec les collabos mais il y a quand même des gens qui valent la peine. Il y a quand même des hommes et des femmes qui se battent. Il y a quand même des gens qui croient dans un avenir qui sera peut-être pas bien meilleur que celui qu'imaginent volontiers les bobos, dont je fais partie. Mais il me semble qu'on a encore des raisons d'espérer. Et la littérature, le cinéma, la sculpture, la peinture, tous les arts, à mon avis, sont des fers de lance sur lesquels le gouvernement ferait mieux de s'appuyer plutôt que de faire des effets d'annonce, des effets de manche et de ne pas vraiment aider les gens qui créent. Alors vous à ce sujet-là, vous m'avez dit un jour que la littérature et l'écriture représentent un voyage dans le temps, un espace, un imaginaire. Pourquoi est-ce qu'ils sont encore plus indispensables aujourd'hui, que ce soit pour fuir ou pour affronter cette réalité? Parce que la réalité, me semble-t-il, n'est jamais complètement satisfaisante. On peut se satisfaire de moments de grâce. Moi, je compare ça à je n'aime pas le champagne, mais je trouve que c'est un breuvage plutôt amer. Mais il y a des bulles à l'intérieur et de temps en temps, quand on a la chance d'en cueillir une, ça permet de continuer à patauger. La littérature, nous ne sommes pas seuls, comme vous le voyez. Bonjour La le chat. littérature, Luzinha, son petit nom c'est Loulou, ça veut dire la petite flamme. Bom dia. Et Loulou, vem aí, hey, elle ne parle que brésilien, et encore quand elle est de bonne humeur. Donc oui, la littérature ou le cinéma ou les arts dont on parlait tout à l'heure, ce sont pour moi, c'est ce qui permet de ne pas sombrer complètement dans la folie, pour ceux qui créent, mais aussi pour ceux qui lisent. Ce matin, j'étais dans ma bonne ville d'Aix-en-Provence, à la librairie Goulard, et j'ai vu, pourtant, le déconfinement, ça doit faire un peu plus de 15 jours. Il y avait une queue de 30 mètres devant, et j'y suis allé parce que j'avais une commission à aller chercher, et j'ai été absolument étonné de parler avec des lecteurs. Certains m'ont fait dédicacer Assassin, mon dernier roman, mais ils étaient tous là pour venir en aide aux libraires, pour venir en aide aux auteurs. Et j'ai trouvé ça vraiment formidable. Donc un voyage, c'est quelque chose qui pour moi est supérieur au but du voyage. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse dans un roman, ce qui peut nous intéresser dans un film, au final, ça n'est pas tellement comment se finit le film, sauf si on est un inconditionnel du polar ou des thrillers. Mais ce qui nous plaît dans la lecture, ce qui nous plaît dans le cinéma, ce qui nous plaît dans la musique, a fortiori, ce n'est pas tellement les histoires qu'on raconte, on les a déjà toutes racontées. Vous prenez Roméo et Juliette et Titanic, c'est exactement la même chose, mais c'est la petite musique. Si on continue à lire du Voltaire, à lire du Zola, à lire
du 10 euros, c'est pas vraiment pour savoir comment finissent tous ces livres, parce qu'on les a déjà lus, on les a relus. Ce qui nous plaît, c'est de savoir qu'à 200, 300, 400 ans en arrière, des gens déjà se posaient les mêmes questions que nous posons aujourd'hui. Et donc la justification de la lecture d'un livre, ça n'est pas pour moi l'histoire, c'est la petite musique, celle qui fait que un livre est unique, et c'est la raison pour laquelle je pense que tout littérateur, homme ou femme, digne de ce nom, ne devrait ambitionner lorsqu'il se met à écrire qu'à une seule chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on puisse prendre 10 lignes de ce qu'il a écrit, on puisse le faire lire à quelqu'un dans une librairie, donc quelqu'un qui aime les livres, et qui, au bout de 10 lignes à l'aveugle, puisse dire ça c'est de un tel, ça c'est de un tel. Pour moi, ça n'a de sens l'écriture qu'à partir du moment où on arrive à créer un nouveau territoire. Et pour le cinéma, c'est pareil. J'ai des films, je les appelle les films ou les livres doudous, c'est-à-dire quand je pars à l'autre bout du monde, je les prends toujours avec moi. Vous prenez Amarcord de Fellini, c'est juste un bonheur absolu. Et je connais le moindre détail de ce film. Et pourtant, c'est quelque chose qui me permet d'être moins seul, d'être moins triste et de continuer à espérer. Et le voyage, qu'il soit physique, quand je pars au Brésil, enfin, maintenant je suis un petit peu interdit de séjour, mais quand je pars en Guyane, quand je pars au Suriname, en Angola, en Russie, c'est les derniers voyages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ce que je vais trouver là-bas, c'est le fait de partir, c'est d'être en mouvement, c'est d'arrêter d'être planté sur place et de reprendre part au monde dans le mouvement tel qu'il est. Dans votre roman que vous évoquiez là tout de suite, qui s'appelle donc Assassin aux éditions Héloïse d'Ormesson, vous revisitez justement les derniers jours de Zola, dont vous parliez également à l'instant. Est-ce que c'est aux écrivains, est-ce que c'est aux journalistes, puisque vous l'avez été également, de nous montrer une autre réalité, une autre façon de voir la politique ou la société? Il me semble que ça n'est absolument pas l'objectif ni premier ni final, mais que c'est une obligation qui incombe au littérateur, oui. Qu'il soit homme ou femme. Et là, il faut mettre quand même en place un distinguo qui me semble extrêmement important. C'est que lorsqu'on écrit sur des faits réels, donc sur de l'histoire, en l'occurrence la mort de Zola, il est nécessaire, me semble-t-il, de garder toujours une vingtaine d'années entre le moment où les faits se sont passés et le moment où on se met à écrire dessus. Parce que la matière historique est une matière vivante. Et si par exemple aujourd'hui j'écris un roman sur l'état du Brésil à cause de Bolsonaro, à cause des suprématistes blancs, à cause de toute cette espèce de lèpre qui s'est abattue sur le Brésil, je pense que je ferai œuvre utile peut-être, mais je ne ferai pas de la littérature. Je ferai du roman témoignage, je ferai du journalisme. Et donc ce qui différencie le journalisme de la littérature, c'est que le journalisme doit aller au plus pressé, amener des éléments concrets et ne pas interpréter la réalité, en tout cas le moins possible. Tandis qu'en littérature, le cas de Zola, pour moi, est formidable parce qu'aujourd'hui, vous avez la majorité des universitaires qui ne peuvent pas dire Zola a été assassiné, alors qu'absolument tout le prouve. Je ne vais pas reprendre le cours de mon livre, mais je crois que l'un des rôles de celle ou de celui qui écrive, c'est justement de soulever le tapis où l'histoire qui est toujours racontée par les vainqueurs, ce ne sont jamais les vaincus qui racontent, mais donc soulever ce tapis où l'histoire que l'histoire officielle a installé et aller balayer. Et là, on trouve toujours des choses absolument étonnantes. Par exemple, ne serait-ce que pour la France, je pense que la France a fait un devoir de mémoire formidable sur la Shoah, sur la Seconde Guerre mondiale. Il y a vraiment des choses qui sont dignes de mon pays, de la France. En revanche, je m'interroge encore aujourd'hui en ce qui concerne la responsabilité de la France dans le trafic d'esclaves. Alors je sais que la mode aujourd'hui est de dire non, non, il ne faut pas toucher à une culture dont on ne fait pas partie. Alors ça, ce sont les fameux démineurs éditoriaux ça me rend fou. Mais si on prend le fait du trafic d'esclaves, du triangle d'or, rarissimes sont les auteurs à la peau blanche, comme la mienne, ou bronzée, parce que j'habite dans le sud, qui se sont emparés de ça. Il y a des auteurs haïtiens, il y a des auteurs de la Caraïbe qui en ont parlé, mais les auteurs français n'ont pas encore fait ce genre de travail. Moi, je l'ai fait, et le hasard veut que je sois le premier romancier au monde à avoir écrit le premier roman sur l'esclavagisme au Brésil.
Et j'ai vu des choses qui sont bien évidemment totalement terrifiantes, mais ce qui est passionnant pour un littérateur, c'est justement que la réalité n'est pas binaire. Ça n'est pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Et donc, c'est toute cette espèce de, 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 de matériaux bruts qu'on n'a pas encore traités, encore une fois, qu'on a mis sous le tapis, qui, moi, m'intéressent vraiment terriblement. C'est-à-dire la guerre d'Algérie, oui, des choses sont sorties dessus, mais il y a quand même encore des choses à dire. En Indochine, des choses, on a écrit, mais on n'a pas encore, à mon avis, suffisamment fait de choses. Mais pour moi, ce qui reste en plus le premier, le plus grand génocide de tous les temps, c'est quand même le pillage de l'Afrique par les pays européens pour aller découvrir, soi-disant, le Nouveau Monde. Et là, je pense qu'on a vraiment un travail de mémoire à faire. Je sais que les gouvernements successifs s'y emploient, mais à fleur et moucheté, parce que quand on commence à chercher qui étaient les grands négriers, on trouve des noms qui aujourd'hui, alors évidemment, ils n'y sont pour rien, mais ce sont des noms qui sont dans le domaine des affaires, qui ont particulièrement bien réussi. Et c'est sûr que si je commence à gratter là-dedans, ça risque de démanger auprès de certaines personnes. Mais je ne suis pas un journaliste, je suis un romancier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'âme humaine, c'est l'humanité qui m'intéresse. Aller sortir des scoops, si j'avais voulu gagner de l'argent, j'aurais continué à être journaliste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment à un moment donné, on a pris quelqu'un un peu bas du front qui s'appelait Henri Buron-Fosse, qu'on lui a mis entre les mains l'autorisation et les moyens d'aller assassiner Zola, et comment ça s'est passé dans la France de cette époque. Ça me passionne. Et ce qui me passionne et me désespère, c'est de voir que l'histoire bégaye, c'est-à-dire, et j'en suis particulièrement fier, d'ailleurs, si vous voulez, on prendra 30 secondes, je vous ferai faire le tour de mon bureau avec la tablette, parce qu'il se trouve que quelques jours avant que je me mette à écrire Assassin, donc l'histoire des dernières heures de Zola, j'ai appris de façon sûre et j'ai vérifié, etc. J'habite dans le dernier appartement où Zola a vécu à Aix-en-Provence avant de partir à Paris. C'est quand même incroyable, c'est quand même hallucinant. Donc moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est j'ai beaucoup de respect pour les institutions, il y a des lois, etc. D'accord. Mais à côté de ça, il y a quand même des parts entiers que l'histoire a oubliés. Et je crois que c'est notre rôle à nous, parce que les journalistes n'ont pas le temps, n'ont pas les moyens financiers de partir 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Quand on fait un roman historique, c'est le temps que ça prend. Donc, je pense que oui, effectivement, c'est de notre ressort de faire ça. Après, ça plaît ou ça ne plaît pas, peu importe, mais au moins le débat est ouvert. Alors, vous le disiez, vous vivez à Aix-en-Provence, qui se trouve non loin de Marseille, une ville qu'on a beaucoup évoquée ces derniers mois, puisque c'est là effectivement que se trouve le professeur Raoult, qui a été tantôt présenté comme un génie, tantôt comme un fou. Comment est-ce que cette crise du coronavirus a été vécue dans votre région? Ben, alors, il faut éviter, autant que faire se peut, de mélanger les Aixois et les Marseillais. C'est-à-dire, moi, je suis un Aixois qui, en fait, vient de Berre-l'Étang et j'adore Marseille. En revanche, si vous parlez à certains Aixois de souche, ils regardent Marseille avec quand même un petit peu de dédain. Quant aux Marseillais, ils regardent les Aixois et tout ça, c'est très historique. Hein, ça remonte au comte de Provence, au roi René, etc. Donc, Aix est la ville bourgeoise et Marseille est la ville industrieuse. Aix, j'ai été assez surpris par le civisme dont ont fait preuve les gens, je dois l'avouer, dans la rue, la distanciation, etc. Tout ça, c'était vraiment parfait. J'ai été ravi de voir, parce que c'est une petite ville, il y a 200 000 habitants à peu près à Aix-en-Provence, et il y a quand même du monde. Mais je suis, parce que je passe souvent dans les journaux, mon visage, mon bandeau, tout ça, les gens me reconnaissent, mais quand c'est un quotidien traditionnel, les gens vous regardent, d'ailleurs il y a de quoi virer paranoïaque, et puis ils s'en vont sans dire un mot, vous les croisez dans la rue. Là, comme les gens dans la rue, c'était divisé par 100, quand je voyais quelqu'un, ou quand quelqu'un me voyait et me reconnaissait, il venait me voir, ça arrivait une fois par jour à peu près, en me disant en règle générale des choses absolument adorables sur mes livres, et donc c'est un lien social qui s'est recréé, ce qui me laisse à penser que l'un des problèmes les plus épineux de notre société aujourd'hui, c'est la taille des villes dans lesquelles on vit. C'est à partir du moment où on est noyé dans la masse, le lien humain ne fonctionne plus. En revanche, à Marseille, moi, ce qui m'a absolument enchanté, c'est que Marseille est une ville
je pense, très difficilement gouvernable, elle est à peu près ingérable, mais elle fait preuve d'élan de solidarité formidable. Et ça va de ce qui s'est passé dans les quartiers nord, où il y a des gamins, des jeunes, des ados qui normalement, ben oui, ils font un peu du charbonnage, c'est-à-dire ils trafiquent un peu, ils sont chauffeurs, etc., etc. Mais là, il y en a quand même pas mal qui se sont mobilisés, qui ont donné un coup de main à la Croix-Rouge, qui ont donné un coup de main au Resto du Cœur, qui ont donné un coup de main à tout le monde. Et ça me tire les larmes des yeux. Et comme on est à Marseille et qu'on ne fait rien comme les autres, évidemment, les MTP, enfin, les groupes de supporters du stade Vélodrome, ont fait un tifo absolument gigantesque avec marqué de mémoire bravo au professeur Raoult. Et ils ont installé ça devant la Timone. Et moi, je trouve ça juste exceptionnel. Voilà, peut-être qu'on n'a pas beaucoup applaudi à 20h tous les soirs, mais il y avait des tifos à l'image de Marseille. Alors, on le voit derrière vous, il y a le drapeau du Brésil. Le Brésil qui est vraiment, très important pour vous, c'est votre pays de cœur et d'ailleurs, il y a votre fresque qui s'appelle «Suite brésilienne» aux éditions, du Passage qui nous retrace l'histoire de ce pays qui est là aussi au cœur de l'actualité aujourd'hui puisqu'il est l'épicentre de l'épidémie. On dit d'ailleurs qu'il y a à peu près un mort par minute, en ce moment. Qu'est-ce qui vous révolte le plus? Qu'est-ce qui vous désole le plus dans ce qui se passe dans ce pays et dans la politique de Bolsonaro qui est tellement contestée? Alors, avant que mon éditrice ne soit fâchée, il y a les 3 premiers tomes qui sont sortis chez Anne-Marie Métellier. Comme c'est elle quand même qui m'a mis le pied à l'étrier, à chaque fois que je peux, je tiens à la remercier, à la citer. Maintenant, ce qui me désole au Brésil, c'est aussi un petit peu ce qui me désole et qui me passionne en France et dans le reste du monde, c'est l'humanité. Vraiment, aujourd'hui, j'en viens à dire que je ne crois plus en l'humanité. Je crois encore dans des femmes et des hommes qui sont des femmes et des hommes d'exception, mais l'humanité en tant que substance, en tant que matière, est dénuée de cerveau. C'est-à-dire on recommet toujours les mêmes erreurs. Et là, si on prend l'exemple de Bolsonaro, c'est à peu près ce qui s'est passé en France, mais avec des conséquences bien plus tragiques. C'est une infime portion des Brésiliens, c'est-à-dire les bobos brésiliens, qui à un moment donné, euh, ce serait trop long d'entrer dans les détails, mais ils ont été quand même très largement influencés par une certaine presse au Brésil, qui a dit que le PT, le Parti travailliste de Lula, qui a été ensuite suivi par Dilma Rousseff, ça suffisait. Ce sont de dangereux communistes, toujours la fameuse théorie des dominos, même si ça remonte aux années 40. Et donc, qui ont dit maintenant, il faut de l'ultralibéralisme, il est hors de question que les riches payent pour les pauvres. Et comme la conscience politique au Brésil, et c'est ce qui est en train d'arriver en France, est de moins en moins forte, ben, c'est à peu près 20%, 15-20% des Brésiliens qui ont élu Bolsonaro en étant persuadés qu'il allait transformer le Brésil. Alors effectivement, il l'a transformé. C'est-à-dire que les premières décisions, je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais on ferme le ministère de la Culture, on ferme le ministère de l'Environnement, on décide de mettre une croix sur tous les villages des Indiens qui sont quand même les premiers habitants du Brésil. On décide, le coronavirus arrive, on ne distribue pas de solutions hydroalcoolées, on ne distribue pas de masques dans toutes les favelas, les bidonvilles du Brésil. On laisse les quilombos, là, qui sont les vestiges des villages d'esclaves africains en fuite de l'époque de l'esclavagisme. Donc, on les laisse mariner dans leur jus. C'est exactement ce que faisaient les Portugais, les Français, les Italiens, les Espagnols quand ils partaient dans des nouvelles terres. Ils tuaient les gens par les microbes qui les apportaient de la civilisation, du progrès et de Dieu Tout-Puissant. Et donc, moi, ce qui me désespère aujourd'hui, c'est que ce sont les mêmes qui ont élu d'une façon formidable. Le professeur Raoult, c'était même le couvent des oiseaux à côté, tellement c'est petit. Ils ont élu Lula, ils en ont fait un dieu vivant. Et Lula a apporté énormément de choses au Brésil. Et puis, ils l'ont descendu comme je n'ai jamais vu quelqu'un se faire descendre par la presse et par la population. Et puis, ils ont accepté, parce qu'ils n'avaient pas le choix, Dilma Rousseff, qui a été la successeur de Lula. Et puis, ils ont décidé, elle aussi, de la mettre à bas et de porter en triomphe Temer, d'abord. Et comme Temer était quand même un peu léger et qu'il n'avait pas les épaules pour le costume, ils ont mis Bolsonaro. Mais Bolsonaro, qu'est-ce que c'est? Quand on cherche, c'est un suprématiste blanc. Comment au Brésil on peut élire quelqu'un qui dit la race blanche est supérieure à toutes les autres races? Ça, c'est quelque chose qui, moi, me rend fou. Ils ont élu quelqu'un qui est pour
l'économie avant l'humain. Ça, on le voit. Il continue, lui, à prendre des bains de foule, il continue, lui, à vivre une vie à peu près normale. Mais, excusez-moi, c'est ma propriétaire, c'est Loulou, pas Loula, qui est en train de s'installer devant l'écran. Et donc, moi, je n'arrive pas à comprendre comment un pays peut être aussi versatile et comment les Français aussi, finalement, ont été comme ça. C'est-à-dire, on estime que moi, mes grands-parents se sont battus, ils ont fait la guerre de 39-45, mes arrière-grands-parents ont fait la guerre de 14-18, ils ont fait 36, ils ont fait le Front populaire. Mon grand-père maternel était mineur de fond, il s'est battu, il a été dans les syndicats pour que les femmes aient le droit de vote, pour que les hommes puissent aller voter, pour qu'on arrête la semaine des 6 jours sur 7, qu'on n'en fasse plus que 5 sur 7, qu'on arrête les 12 à 14 heures de travail au fond de la mine pour des gamins, les galibots qui avaient 6, 8, 10 ans. Donc, ils se sont battus pour ces droits-là. Sauf qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une population qui ne vote pour les présidentielles qu'à 20 ou 30%. Donc, je pense, encore une fois, que nous avons les dirigeants que nous méritons parce que c'est le jeu de la démocratie. Si vous ne vous bougez pas pour aller voter, ne venez pas vous plaindre de ce que la politique ne correspond pas à ce que vous attendiez. Alors, vous dites ne plus croire en l'humanité, mais est-ce que c'est dès lors aux artistes et aux écrivains d'être les pêcheurs d'étoiles, là aussi pour reprendre le titre de l'un de vos romans, des pêcheurs d'étoiles dans ce ciel si sombre? Ben, ça dépend de là où on met son idéal. C'est-à-dire, j'ai rien contre eux, hein, mais quand je vois que Rihanna ou Beyoncé ont dépassé les Beatles en nombre de ventes de disques, je me dis, il y a quand même deux, trois choses qui changent. Et maintenant, je vais avoir 56 ans le 1er août, donc je ne suis pas non plus un perdreau de l'année, je ne suis pas non plus un vieux croulant, mais je ne suis pas un gamin. Et donc, moi, mon métier, qui n'en est pas un, c'est de réfléchir sur l'humanité, de réfléchir sur l'âme des gens, c'est de réfléchir sur les mouvements de l'histoire. Donc ça fait 35 ans que je me nourris de l'histoire du Brésil et de l'histoire de France. Et, et c'est vrai que j'en arrive non pas à une conclusion, mais à une constatation qui est que on a besoin plus que jamais de la part de rêve. Et la part de rêve, moi, le rêve qu'on me propose aujourd'hui, qui est d'être un winner, qui est de parler avec des anglicismes, qui est de marcher sur la tête des autres pour avoir une plus grande piscine, ça n'est pas mon idéal. Moi, ce qui me fait rêver, c'est Boris Vian qui disait, évidemment, un journaliste lui posait la question, Monsieur Boris Vian, pourquoi écrivez-vous? Et il disait, il y a deux raisons pour lesquelles j'écris, ou pour lesquelles on peut écrire. Je dis en substance. La première, c'est parce on est un petit peu déçu par la qualité littéraire produite actuellement dans le présent. Et l'autre raison, c'est parce qu'on a envie de rembourser, de rendre un peu de tout le bonheur qu'on a eu à tourner des pages et à découvrir des univers, à découvrir des auteurs. Et donc, il est vrai que quand vous prenez, là, mon dernier coup de cœur, je vais le montrer, vous allez voir. Voilà, donc ça, je ne sais pas si on le voit bien, ouais. Oui. C'est un roman absolument formidable. Il a été écrit il y a 40 ans. Il a été écrit par un auteur grec que je ne connaissais pas, que je connais toujours pas d'ailleurs. Et voilà, je suis rentré dans ce roman et Pierre Barrault avait une expression formidable. Il disait, ça devient évident comme un sucre dans une tasse de café qui se met à fondre. Et voilà, pour moi, la littérature, c'est ça. C'est à un moment donné, on trouve chez des artistes qui ont existé 2, 3, 5, 10 siècles avant nous ou qui sont nos contemporains, comme Richard Brotigan, c'est une de mes découvertes aussi, qui est juste un auteur absolument formidable. Chester Himes, c'en est un autre. Et donc, encore une fois, on se sent moins seul et on se sent, si on continue à écrire et si on a la folie et l'orgueil démesuré de se dire que c'est pas si mauvais que ça, on a aussi à un moment donné la sensation que un livre peut toucher un lecteur, mais vraiment de façon intime. Et j'ai beaucoup de gens, des femmes et des hommes qui m'ont écrit, avec trop d'emphase sans doute, pour me dire des choses adorables, bien sûr, mais j'ai quelques cas précis où on me dit votre livre, et vous parliez des pêcheurs d'étoiles, c'est à celui-là auquel je pense, ce livre m'a sauvé la vie. C'est faux. Un livre ne sauve pas la vie. Sauf qu'à un moment donné, ça peut être une personne qu'on rencontre, ça peut être un livre, ça peut être une musique, un paysage, un film, mais c'est le bon ingrédient au bon moment d'une vie qui va mal. Et là, on n'a pas écrit pour rien, même si ça ne touche qu'une personne, même si ça ne lui sauve pas la vie, mais si ça peut lui dire un peu comme un pote vous le dirait en vous tapant sur l'épaule, tu vois, la vie est compliquée, mais je vais essayer de t'aider, on va en parler. Un livre, ce n'est que ça.
Tout le reste, ce sont des querelles de chapelle. Le livre n'a de raison d'être que par l'émotion qu'il arrive à produire. Merci beaucoup, Jean-Paul Delfino. Obrigado pour cette. Obrigado para você, foi um grande prazer. Você também. E muitas, c'est là que mon portugais est limité, muitas bellissima cosas, mais bellissima c'est italien, c'est pas grave, vous avez Non, compris. mais on le dit au Brésil aussi, on peut le dire. Voilà. Boas coisas. Boas coisas, obrigado. En tout cas, portez-vous bien Valeu. et plein de belles choses à vous. Ciao, querido. Merci infiniment. Ciao, querido. Ciao, ciao.